Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a tombé la veste parce qu'il fait un petit peu chaud. Vous nous pardonnerez. Au nom du Point, je suis très heureux de vous présenter dans ce superbe cadre de l'Opéra l'invité exceptionnel de la 43e édition du Livre sur la Place, l'un des immenses écrivains de notre temps. Il est venu d'Angleterre spécialement pour vous et il s'appelle Jonathan Coe. Donc je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît une deuxième fois. Merci. Bonjour Jonathan. Bonjour Christophe. Je pourrais le dire en anglais. How are you, Jonathan? Je vais très bien, merci. Voilà, parfait. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir en Europe? Nancy est une ville européenne par excellence. It feels wonderful. Over the last couple of decades, I've been coming to France maybe 3 or 4 times a year, and then that stopped, obviously, when the pandemic arrived, and I didn't come for 18 months or so. I came back in July to go to Marseille, and you know, it felt very, very liberating, not just to be in France, but to be traveling at all between borders, because of course we've had the double whammy of Brexit and the pandemic, so we really have felt quite isolated from the rest of Europe and quite imprisoned in some ways. C'est formidable. En fait, au cours des 2 dernières décennies, je suis venue chaque année en France 2 ou 3 fois par an. Et évidemment, avec la pandémie, ça s'est interrompu et j'ai passé 18 mois sans venir. Je suis revenue en juillet pour participer à un festival à Marseille et je dois dire que c'était assez libérateur comme sentiment, à la fois d'être en France et puis tout simplement de voyager, d'être en mesure de passer des frontières parce que nous avons eu le double phénomène du Brexit et de la pandémie. Et donc en Angleterre, on se sent vraiment très isolé de l'Europe. On se sent quasiment en prison, pour être franc. Alors on va parler évidemment de votre nouveau livre, Billy Wilder et moi, mais d'abord évidemment en tant que Français, on a parfois du mal à comprendre la situation et avoir un écrivain, j'allais dire, sous la main, c'est toujours très précieux, parce que souvent les écrivains disent des choses bizarrement plus intéressantes que les commentateurs politiques et même les journalistes. Et donc, je voudrais savoir, Jonathan Coe, comment ça va l'Angleterre depuis qu'elle a quitté l'Union européenne? Quelle est l'atmosphère? Well, Britain is a strange place at the moment. For instance, if I was giving this talk in the UK and looking out at the audience, I would not see any masks, because we don't wear masks in the UK anymore, because I don't know if the news has reached France, but we defeated COVID. We defeated it in July, in fact. So you have my sympathy that you don't have Boris Johnson as your Prime Minister, because Johnson he declared COVID over on July the 19th, and now we don't wear masks, we don't social distance, we don't show our vaccination passes or anything like this. And coincidentally, we also have 40,000 new cases every day, but I'm sure those 2 things are not at all related. Eh bien, la Grande-Bretagne est un endroit un petit peu étrange en ce moment. Par exemple, si je donnais ce genre de conférence aujourd'hui au Royaume-Uni, en regardant le public, je ne verrais pas de masque face à moi, parce que vous n'avez peut-être pas eu la nouvelle en France, mais au Royaume-Uni, nous avons vaincu le Covid, nous l'avons vaincu en juillet. Donc, je suis vraiment désolée pour vous que vous n'ayez pas Boris Johnson comme Premier ministre, puisque du coup, vous restez coincé là-dedans. Nous, le 19 juillet, Boris Johnson a déclaré la fin du Covid, et donc au Royaume-Uni, nous ne portons plus de masque, nous ne pratiquons plus la distanciation sociale, nous ne montrons notre passe sanitaire à personne. Il se trouve qu'en même temps, il y a 40 000 nouveaux cas par jour, mais je pense que ça n'a bien sûr rien à voir. And you know, this was a government that was elected in December 2019 on a platform of getting Brexit done, because their perception was that the British people had asked for this very simple, very straightforward, very easy, very painless thing in 2016 to leave the European Union, and they couldn't understand why 3 years later we were still having negotiations, we were still not sure what Brexit was going to look like. So Johnson stepped up and said, right, I'm going to get Brexit done.
which he did nominally. The relevant agreements and so on were signed, but almost as soon as he'd been elected on this platform, COVID arrived, and this has been both an unfortunate coincidence and a happy coincidence for him, because we don't have the kind of government which is very pragmatic, very capable, very well equipped to deal with an unprecedented public health situation as we've had in the last 2 years. But at the same time, COVID has provided a very useful excuse, if you like, for any time anything goes wrong in the UK. The critics of Brexit, when they see things happening like difficulties getting certain kinds of food into our shops, say, this is the effect of Brexit, we told you this was going to happen. And of course, Boris Johnson and his government turn around and say, no, it's nothing to do with Brexit, it's all because of COVID. So it's been quite useful for him in some ways. Le gouvernement que nous avons actuellement a été élu en décembre 2019 avec un mandat très simple, mettre en œuvre le Brexit, avec cette idée justement que le peuple britannique avait voté, s'était prononcé pour quelque chose de très simple, finalement de facile à réaliser en 2016, c'est-à-dire quitter l'Union européenne, et ce peuple avait du mal à comprendre pourquoi 3 ans plus tard on en était encore à négocier et qu'on ne savait pas encore très bien quand ça se mettrait en œuvre de façon concrète. Et donc Boris Johnson est intervenu et a dit moi je vais le faire. Et c'est effectivement ce qu'il a mis en œuvre, même si les accords derrière ne sont pas du tout tous finalisés. Mais dès l'immédiat après élection, en fait, la pandémie de Covid est arrivée, une coïncidence à la fois malheureuse et en même temps très chanceuse pour lui. En fait, lui a eu beaucoup de chance là-dedans, puisque le malheur, c'est que nous avons un gouvernement qui n'est pas très capable, pas très pragmatique et pas très bien équipé pour affronter une crise sans précédent comme celle-là. Mais par contre, pour Boris Johnson, le Covid a été une excellente excuse pour expliquer tout ce qui pouvait aller de travers au Royaume-Uni. Donc on est dans une situation maintenant où, quand les gens qui sont critiques du Brexit disent « Regardez, on a des pénuries alimentaires, c'est en raison du Brexit que certaines denrées ne parviennent plus dans les rayons de nos supermarchés », le gouvernement de Boris Johnson peut répondre « Non, tout ça, c'est à cause du Covid ». Donc finalement, ça s'avère bien pratique. Mais Jonathan Coe, est-ce que c'est pas inquiétant, ça? Normalement, c'est le métier des écrivains de raconter des histoires aux gens. Là, on a l'impression que les politiciens, et pas seulement en Angleterre, sont bien meilleurs pour raconter des histoires que les écrivains. Est-ce que vous faites du souci pour votre métier? There are truthful stories and there are untruthful stories. And although everything in my novels is invented and made up, I would argue and claim that they are truthful. Whereas the stories spun to us by our different governments, I think that's really the case. Eh bien, il y a des histoires qui sont véridiques et d'autres qui ne le sont pas, et je défendrai l'idée que dans mes romans, même si tout est inventé, pour moi, ce sont des histoires qui ont une vérité en elles, alors que ce n'est pas le cas des histoires racontées par le gouvernement. Je vais vous laisser tranquille avec les histoires de Brexit, etc. On va parler de Billy Wilder et moi, mais j'ai une dernière question sur, et vraiment c'est à l'écrivain que je m'adresse, pour comprendre un peu ce que c'est que les Anglais. Bon, on est quand même en France et c'est toujours un peu une énigme, mais je suppose qu'elle est réciproque d'ailleurs, même si on s'aime beaucoup par ailleurs. Vous faisiez dire à un personnage dans Le cœur de l'Angleterre, ce que j'admire dans notre caractère britannique, c'est notre amour de la modération. Nous sommes une nation pragmatique en politique. Les extrémismes, de droite comme de gauche, ne nous séduisent pas. C'est plus tellement vrai. No, and it wasn't true at the time. I was taking the piss out of that writer when I wrote that passage, because he was being very complacent about his own country. I think one of the things we've learned over the last few years is that any country is susceptible to being diverted in an extreme political direction when you're not expecting it and when you feel that historically it could never happen. But 25 years ago, I wrote Le Testament de l'Anglaise because of my unhappiness with Margaret Thatcher's government. I mean, Thatcher's government looks like a moderate, centrist government now compared to the people we have in power at the moment.
So never underestimate your, the extent to which and the rapidity with which your country can move to an extreme, either of the left or the right. Non, et d'ailleurs, c'était pas vrai non plus au moment où le personnage prononce cette réplique dans le roman. J'étais en train justement de me moquer de cet écrivain et de la complaisance qu'il avait dans son analyse de la situation politique. En fait, s'il y a quelque chose que ces 2 dernières années nous ont appris, c'est que tout pays peut très rapidement évoluer, basculer vers des extrêmes de façon, même quand c'est complètement inattendu, même quand historiquement il n'y avait absolument rien pour laisser entendre que ça pouvait se produire. Quand il y a plusieurs décennies de ça, j'ai écrit Testament à l'anglaise parce que j'étais extrêmement critique du gouvernement de Thatcher. Je ne me doutais pas qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement qui paraîtrait presque moderne et centriste en comparaison avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer la rapidité et la facilité avec laquelle un pays peut basculer vers un extrême, que ce soit à gauche ou à droite. I think you make a very good point about political stories, though, and if there is a lesson to be learned from the referendum result of 2016, it's that the side who tells the better story wins. And in storytelling terms, the message that was coming out from the Remainers was confused, was weak, was technocratic, was lacking in passion. And the Brexiters told a very simple story about, drawing on Britain's favourite myths about itself as an independent country, a free trading country, drawing on myths of the Second World War, of the Empire, and so on. And it was the strength of the storytelling that won the referendum for them. En tout cas, il y a quelque chose de très important que vous dites, effectivement, quand vous parlez de ces histoires que racontent les hommes politiques, c'est que dans le cas du référendum de 2016, c'est effectivement le camp qui a raconté la meilleure histoire, en fait, qui a gagné le référendum. Le récit de ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne, leur message était trop faible, était trop confus, était technocratique, il était dépourvu d'émotion, alors que le récit des partisans du Brexit, c'était une histoire toute simple et qui faisait appel aux mythes favoris des Anglais sur leur grande nation indépendante, sur la liberté de commerce, sur le poids qu'ils avaient pu avoir au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire britannique, etc. Et c'est cette histoire-là qui a été puissante et c'est cette histoire qui a fait gagner le référendum. Les Français, souvent, sont... Enfin, les Français sont un peuple étrange. À la fois, ils donnent des leçons à la terre entière, comme s'ils souffraient aussi d'un complexe de supériorité, et puis ils adorent dire du mal d'eux-mêmes. Critiquer ce qu'ils sont. Il y a ce même complexe de supériorité, puisque quand vous nous parlez d'un storytelling puissant qui a gagné, c'est-à-dire que les gens qui prenaient le Brexit sont ceux, dites-vous, qui ont raconté la meilleure histoire. Vous diriez aussi que c'est pas que l'Angleterre n'aime pas le reste du monde, c'est qu'elle se sent supérieure? Well, the phrase British exceptionalism is one that you read in a lot of newspaper and magazine articles recently as an explanation of why we voted for Brexit. And for me, this has always been bound up with the British tendency, the superficial British tendency towards modesty and self-deprecation, because, My theory is that people only have the courage and the confidence to self-deprecate in public in front of other people if unless at their core they have a solid layer of self-confidence and self-belief and pride, in fact. And yes, the British are a very proud people, both in a good and a bad sense. And classic British self-deprecation, it's just a very thin mask for that, really. Vous savez, il y a une expression qui revient souvent dans les journaux, dans les articles pour expliquer le vote pour le Brexit, c'est l'exception britannique. Et moi, j'ai toujours vu ça comme le revers de cette tendance à la modestie des Britanniques qui, pour moi, est finalement assez superficielle. C'est-à-dire que ma théorie, c'est qu'on a le courage et l'assurance nécessaire pour faire son autocritique en public, pour s'auto-dénigrer en public, que quand au fond de soi, en réalité, on a une profonde fierté et une profonde confiance en soi, une profonde assurance. Et donc, je pense qu'en réalité, le peuple britannique est un peuple qui est très fier, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, et que cette tendance à l'autodénigrement, à l'autodérision n'est qu'un masque.
Alors, on est à Nancy, je disais, la Grèce est le pays invité d'honneur hein, pour cette manifestation du livre sur la place. Et ça me fait penser à tout ce que vous dites sur le storytelling, que c'est toujours le meilleur storytelling en politique qui gagne. Ça me fait penser à l'Europe. Europe, dans la mythologie grecque, c'est une petite princesse qui est enlevée par un taureau. Le taureau se change en homme, c'est Zeus, hein, le roi des dieux. Il viole cette petite princesse et il l'abandonne sur une île en Crète. Au niveau du storytelling, c'était déjà un petit peu mal barré pour l'Europe dès le début, non? Yeah, now that you put it like that, I agree. It's not the most propitious beginning for a political project. Oui, résumé comme ça, effectivement, je suis assez d'accord. Ce ne sont pas les meilleures circonstances pour lancer un projet politique. Voilà, on a parlé de tout ça, Jonathan Coe, parce que d'abord, je le disais, les écrivains ont toujours un regard un peu plus affûté sur l'actualité que ceux dont le métier, justement, est de commenter, enfin, devrait pas être d'ailleurs de commenter seulement, mais d'investiguer. Mais je vous demande ça parce qu'évidemment, la politique, l'état des lieux, le monde contemporain, la société a été toujours au cœur de vos livres, de vos romans. Vous citiez Testament à l'anglaise, on pourrait parler effectivement du cœur de l'Angleterre aussi. Et d'ailleurs, dans le cœur de l'Angleterre, c'était vraiment un portrait au vitriol que vous faisiez de l'Angleterre. Là, vous changez de décor avec votre dernier livre, donc Billy Wilder et moi, que vous avez publié juste avant l'été et qui nous emmène à la fois à Hollywood mais aussi en Grèce, donc le pays invité de cette édition du livre sur la place. Et comme son titre l'indique, le sujet de ce roman, c'est Billy Wilder, donc le cinéaste mythique de certains Lem Show ou de La Garçonnière, mais que vous avez décidé de saisir non pas au milieu de sa gloire, sous le soleil de sa gloire, mais plutôt au début des années 1970, qui est une époque très compliquée pour lui, parce que dans les années 70, le cinéma qui est très populaire et qui marche, c'est celui d'un certain Steven Spielberg avec Les Dents de la Mer, et c'est le carton cinématographique du moment. Et Wilder, qui fait un cinéma un petit peu différent des Dents de la Mer, peine à trouver des financeurs pour monter son nouveau projet intitulé Fedora. Et Fedora est l'histoire d'un producteur qui n'arrive pas à réunir l'argent de son prochain film, tout simplement. Et là où le romancier que vous êtes intervient, c'est qu'il invente une jeune femme grecque qui ignore tout du cinéaste, mais qui, par un concours de circonstances assez heureux, va devenir son interprète lors du tournage de Fedora dans l'île grecque de Corfou. Et c'est l'occasion pour vous, Jonathan Coe, de dresser le portrait d'un artiste un peu dérouté par son époque, dérouté aussi par la nouvelle génération. Un artiste qui se demande s'il a encore quelque chose à apporter au monde qui est celui dans lequel il évolue. Est-ce qu'il a quelque chose encore à offrir à ce monde? Et je voudrais vous demander tout simplement, votre livre est très, très touchant, on est totalement dans la peau de Billy Wilder et aussi de cette jeune grecque, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse, vous, après des dizaines de livres, après tant de succès, dans un monde qui change très très vite? Est-ce que ça vous angoisse que la jeune génération puisse ne plus avoir envie de vous, de vos histoires, de votre sensibilité, de vos références? Well, that is a very long, complicated question, which I will try to deconstruct and take one piece at a time. But deconstruction is so French. C'est donc une question longue et compliquée qu'on va déconstruire à la française pour prendre un morceau à la fois. First of all, this distinction which I understand why people draw between my political novels and my less political novels. This distinction doesn't really exist for me. All of my novels, whether they're ultra-political, like Middle England or What a Carve-Up, or whether they're not political at all, like The Rain Before It Falls and Billy Wilder et moi, are all part of the same project and are all chapters in a continuous narrative, as far as I'm concerned, which is a highly personal narrative.
Alors d'abord, la distinction qu'on fait, et je comprends pourquoi les gens la font, entre mes romans politiques et mes romans qui seraient moins politiques, en fait, n'existe pas vraiment pour moi. Tous mes romans, que ce soit ceux qui sont manifestement, très manifestement politiques, comme Le cœur de l'Angleterre ou Testament à l'anglaise, ou ceux qui ne le sont pas du tout en apparence, comme La pluie avant qu'elle tombe ou Billy Wilder, pour moi, tous ces romans appartiennent au même projet. Ce sont des chapitres, en fait, d'un discours qui est extrêmement personnel pour moi. And after 13 novels, I've reached the tentative conclusion that all writing, perhaps any form of making of art, is really just an attempt to understand yourself. And so, even when I'm writing a book like Middle England, where the ostensible project, the aim of the book, is to understand the British, I'm really undertaking that because I feel so British and I want to understand myself a little bit better. Au bout de 13 romans, je peux tenter d'ébaucher une conclusion qui serait que tout écrivain, tout artiste travaille avant tout pour essayer de se comprendre lui-même. Même avec Le cœur de l'Angleterre, l'histoire semble une manière d'essayer de comprendre ce que c'est que d'être britannique. En fait, moi, je me sens extrêmement britannique et si j'ai entrepris cette histoire, c'était justement pour me comprendre moi. And this attempt to understand yourself inevitably and repeatedly takes you back to your childhood and your adolescence, where your personality is shaped. And so this is why in novels like The Rosses Club and indeed The Rain Before It Falls, I revisit my own childhood again and again. And in a way, that is the beginning of this novel about Billy Wilder, because one of the kind of turning point moments of my childhood was in 1975 when I was 14 years old and I saw his late movie, The Private Life of Sherlock Holmes, on British television. And you know, it's no exaggeration to say that seeing this film changed my life, set me upon the path to becoming the writer I became, and you know, has been a really formative moment for me. Et donc toute tentative d'essayer de se comprendre en général renvoie aussi à l'enfance, à la période de l'enfance, de l'adolescence, la période qui vraiment a formé quelque part la personnalité qui devient la vôtre. C'est pour ça que dans Bienvenue au club ou même dans La pluie avant qu'elle tombe, je revisite toujours cette période de l'enfance et quelque part c'est aussi le point de départ de Billy Wilder et moi, puisque en 1975, quand j'avais 14 ans, un moment de mon enfance justement très marquant, un tournant pour moi de mon enfance, c'est le moment où j'ai découvert à la télévision anglaise un des films tardifs de Billy Wilder qui était La vie très privée de Sherlock Holmes et qui, sans exagérer, est un film qui a véritablement changé ma vie et qui m'a montré la voie en fait de l'écrivain que j'allais devenir. Donc c'est vraiment une expérience extrêmement formatrice pour moi. However, this raises the question which your question hints at. Why, in that case, did I not write a novel about the making of The Private Life of Sherlock Holmes if this was the Billy Wilder film that had such an impact on me? Why Fedora? And of course, you're quite right. I could have written. I've been planning and hoping to write a novel about Billy Wilder for many, many years, many decades, in fact. But I've waited until this moment, and you're quite right that it's no coincidence that as I was approaching 60 when I wrote the book. I've turned 60 since it was published, and the place where I am in my development as a writer is much closer now to the place that Billy Wilder was when he was making Fedora. He had a big body of work behind him. He's won Oscars. He's made lots of money. He's been lauded as the king of Hollywood. And then suddenly this situation turns around very quickly. You know, he goes from winning 3 Oscars for The Apartment in 1960 to being unable to raise any money at all to make a film in Hollywood in 1976. And you know, the film industry has its own peculiarities and its own very problematic relationship with finance and economics. And it's if you're making commercial movies like Billy Wilder was, then it's a difficult industry to express yourself in because your films have to turn a profit for the studios. It differs from the publishing industry in that respect.
But still, it's a salutary lesson for any artist and any writer that you can go from being king of the castle one year to being nobody the next. And yeah, of course, that's an anxiety for any writer who is entering what is clearly the late second half of your career. Pour revenir à ce que sous-entendait effectivement aussi votre question, on peut se demander pourquoi du coup je n'ai pas choisi d'écrire un roman qui parle du tournage de La vie très privée de Sherlock Holmes, puisque ce film avait énormément marqué. Pourquoi Fedora? Et c'est vrai qu'en fait ça fait des décennies que je réfléchissais à écrire un livre sur Billy Wilder. J'ai attendu, et au moment où finalement je me suis mis à écrire ce livre, ce n'est pas par hasard, vous avez raison de le souligner, que je l'ai fait au moment où j'approchais la soixantaine. J'ai eu mes 60 ans depuis après la publication du livre. Et en fait, le point de vue, le point où j'en suis, moi, dans ma carrière d'écrivain, est beaucoup plus proche du point où en était Billy Wilder au moment où il tournait Fedora. Il avait toute une œuvre derrière lui, il avait gagné des Oscars, il avait gagné beaucoup d'argent, il avait été extrêmement célébré, on avait loué en lui le roi d'Hollywood, et puis il était là en train de vivre plutôt un revirement de situation entre 1960, où il était vraiment au sommet, et 1976, où il n'arrive plus du tout à lever de fonds pour réaliser un film. Il y a eu un très très grand basculement. C'est lié aussi aux spécificités de l'industrie du cinéma, qui a un rapport aussi très particulier avec la finance, avec les questions économiques, en particulier quand on réalise des films commerciaux, ce qui était le cas de Billy Wilder. Ça rend plus difficile de pouvoir s'exprimer vraiment complètement librement quand il faut quand même que le film rapporte des profits au studio. Et c'est vrai que c'est assez différent en cela du monde de l'édition. Mais je crois que pour tous les artistes, il y a une leçon salutaire à tirer de cette idée qu'on peut passer des sommets à n'être plus personne en l'espace de très peu de temps. Évidemment, c'est quelque chose d'assez angoissant quand, comme moi, vous avez raison, on aborde la deuxième partie, voire la fin de la deuxième partie de sa carrière. Marguerite, I know I made that very difficult for you. I shall try to give shorter answers, but only if Christophe asks shorter questions. Ok. Ah ok, très bien. Okay. J'essaierai de donner des réponses plus courtes, mais seulement si Christophe pose des questions plus courtes. Alors, Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi, donc Billy Wilder, c'est vous? Non, pas du tout. It's enough short. Yes, and it's a short answer too, and in French. There are three main characters in Billy Wilder et moi. There's Callista, the young Greek narrator. There is Billy Wilder himself, obviously, and there's also a very important third character, which is IAL Diamond, Izzy Diamond, who was Billy Wilder's co-scenarist and collaborator, friend, emotional support, and so on. And one of the things I wanted to do in writing this book was to do justice to the contribution that Diamond made to Billy Wilder's films. So it's Callista and Diamond that I identify with very strongly in different ways. Wilder, no, not so much, because he's one of the greats, and you don't identify with those guys. Il y a trois personnages principaux en fait dans le roman. Il y a Callista, la jeune femme grecque, qui va servir d'interprète. Il y a Billy Wilder, bien sûr, lui-même. Et il y a IAL Diamond, Izzy Diamond, qui était son co-scénariste, son collaborateur, son ami proche, son soutien émotionnel, qui est un personnage très important. Et une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité écrire ce livre, c'était que je voulais aussi rendre justice justement aux contributions de Diamond à l'œuvre de Billy Wilder. Et en fait, moi, je m'identifie davantage à Callista et à Izzy Diamond qu'à Billy Wilder, parce que c'est le genre de grand auquel il n'est pas forcément facile de s'identifier. Mais vous savez, Jonathan Coke, c'est très dangereux de dire que comme écrivain, vous identifiez à un personnage féminin, parce que bientôt, vous n'aurez plus le droit. Hein. Les écrivains n'auront plus le droit. Les écrivains hommes ne pourront plus se mettre dans la voix, dans le corps d'une écrivain femme, d'un personnage féminin, et réciproquement. Well, yeah, we were having this conversation over dinner last night, and in fact, just last month I was having dinner with the Belgian writer Stefan Hertmans, and we both had a little bit to drink, and the conversation was becoming kind of jokey. And he said, "Yeah, you've committed cultural appropriation in this novel by writing in the voice of a woman, because he frequently places women at the center of his novels, but he doesn't write about them in the first person, as I've done in this book." And you know, it's incredible how quickly this debate is evolving, because even 2 years ago, when I began writing Billy Wilder et moi, I didn't
I didn't even think about this to myself when I was writing it as an issue, and I think I would now. I mean, I would still do it, but I would think more carefully about it and what kind of reception the book was going to have as a result. I mean, it's always good to think carefully about things, as long as that doesn't make you kind of cautious and timid. And I was quite convinced that Callista was the right pair of eyes through which to see Billy Wilder, partly because in many ways the book is about a male friendship, about a friendship between a love story between two men, really, Wilder and Diamond. And I thought it would be more interesting to observe that through female eyes. But yes, this is becoming more and more problematic. You're right. Ce débat, on l'a justement eu hier soir au dîner, c'est intéressant. Et le mois dernier, je dînais aussi avec un ami écrivain belge, Stéphane Hertmans, et puis on avait pas mal bu et on commençait à lancer quelques petites blagues. Et il m'a dit, mais ton roman, en fait, c'est de l'appropriation culturelle, parce que tu l'as écrit à la première personne avec le personnage de Callista. Lui, il a placé beaucoup de femmes au centre de ses romans, mais il n'avait jamais écrit ses personnages à la première personne. C'est incroyable de voir à quelle vitesse évolue ce débat. Je pense qu'en fait, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à écrire ce roman, je n'aurais jamais songer aux problèmes que ça pouvait éventuellement poser. Je pense qu'aujourd'hui, je le réécrirai de la même manière, mais je ferai peut-être plus attention à ce que ça peut susciter en termes d'accueil réservé aux livres. Je crois que c'est toujours important, en fait, de faire attention aux choix qu'on fait quand on écrit, à condition évidemment que ça ne vous rende pas trop timoré. J'ai été convaincue que Callista, et je suis toujours que Callista était la bonne paire d'yeux pour regarder, pour observer cette histoire de Billy Wilder, en partie parce que le livre raconte une grande histoire d'amitié, voire une grande histoire d'amour entre 2 hommes qui sont Bill Wilder et Easy Diamond, et que du coup ça me paraissait intéressant de l'observer, cette relation, au travers des yeux d'une femme, mais effectivement ça peut devenir de plus en plus problématique aujourd'hui. Mais vous n'avez pas eu de critique sur le fait d'avoir osé prendre ce que vous appelez d'emprunter des female eyes, des yeux Vous n'avez pas eu de critique ou de protestation Not along the lines of people saying a male writer has no right to write from a female point of view. I think we've not arrived at that place yet. But of course, if you're writing from the point of view of a woman, and women read your books, then some of them will turn around and say, yeah, this guy doesn't know what he's talking about. It's not authentic. It's not believable. And sure, I had a few criticisms like that. Je n'ai pas eu de critique sur cet argument-là, justement, qui dirait que les écrivains hommes n'auraient pas le droit d'écrire au travers du point de vue de personnages féminins. Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais quand un homme écrit du point de vue d'une femme, évidemment, les femmes qui lisent le livre peuvent tout à fait parfois vous dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez et que vous êtes complètement à côté de la plaque, que c'est pas crédible. J'ai eu quelques critiques de cet ordre-là. And of course, in France, the situation with this book is quite different because it has a female translator, Marguerite. So she was able to make the feminine voice more authentic than I could do by myself. En France, la situation est un peu différente puisque la traductrice est une femme, donc a peut-être pu rendre plus authentique cette voix féminine. But your days may be numbered because if I write my next book from a male point of view, then maybe I won't allow myself to be translated by a woman again. Mes jours en tant que traductrice de Jonathan Coe sont peut-être comptés parce que si le prochain roman est narré par un homme, c'est pas sûr qu'il autorisera une femme à traduire son livre. Mais vous y pensez, Marguerite, quand vous devez traduire justement un homme écrivant du point de vue d'une femme. Elle ne le savait pas. Hein, je ne suis pas censée parler en mon nom propre sur cette table. Non, Christophe, can you translate her answer for me? Oui, she's not. No, she has not the right to talk herself about. It's you, the guest. So, yeah. J'ai pas dit droit. J'ai pas prévu. Censé, sense to. Yeah, she's not sensed to. It's not supposed to. But it's true, these questions are going to infiltrate every aspect of the publishing business, I think, including who has the right to translate whom.
Yeah, yeah. Exactly. Long debate. Effectivement, ces questions imprègnent aujourd'hui tout le débat éditorial et également sur la question de qui a le droit de traduire qui. Il y a une actualité là-dessus. Mais ça ne va pas gagner, je veux dire, cette cause. Les écrivains, le but de la littérature, c'est quand même, comme le rappelait d'ailleurs Lionel Shriver à Nancy ou partout, et d'ailleurs on parlait de Flaubert, hein, Madame Bovary c'est moi, Flaubert quand on le regarde, il n'a rien d'une femme, avec ses grandes moustaches normandes. Bon, mais je veux dire, le but de la littérature et de la création, c'est de pouvoir, d'ailleurs, que tout le monde le fasse, hein, dans tous les sens possibles, c'est quand même d'aller dans tous les corps qu'on veut, en fait. La fiction repose là-dessus, à condition de bien se documenter, d'écouter, d'observer, évidemment. I agree. So they cannot win. Well, that's not so clear. That's not so clear. We'll see how it pans out in the next few years, but the debates are only going to get fiercer and more difficult, I think. Okay. On verra bien ce qui se passe dans les années à venir, mais effectivement, ces débats ont tendance à devenir de plus en plus farouches et peut-être à se crisper un petit peu. Alors j'allais parler des Dents de la Mer, mais il n'y a aucun lien. Il y a une anecdote absolument géniale, je voudrais savoir si elle est vraie, Jonathan Coe. Quand on lit donc Billy Wilder et moi, puisque je vous ai dit que bon, bah, vous l'avez peut-être lu hein, déjà, mais le succès du moment, c'est Les Dents de la Mer. Alors Billy Wilder se demande avec Diamond, son scénariste, s'il devrait pas faire Les Dents de la Mer à Venise, avec voilà des requins. Et là, visiblement, le projet suscite oui, un accord, en tout cas un fort intérêt. Donc évidemment, Billy Wilder ne pourrait pas le faire, mais vous avez inventé cette anecdote? No, that's actually a true story, but it's not a Billy Wilder story. It happened to a friend of mine who teaches creative writing in New York, and had been trying to pitch a movie to Hollywood studios for years and years and years. And then he met one of his students who'd only recently graduated and said, "What are you doing?" And he said, "Oh, I'm writing a movie for Hollywood." And he said, "Well, I've been trying to do that for 10 years, and they won't buy any of my pitches. What did you say to them?" And he just said, "I said Jaws in Venice." And he got hundreds of thousands of dollars. Of course, the film was never made, but it's but that's how to do it. A perfect idea in 3 words. But Jaws in Venice during confinement or not? Well, we haven't had to deal with the wave of pandemic movies yet, but they'll be coming. I'm Wild sure. animals were coming back to the cities. There had been dolphins in Venice. I read this in the press. Yeah, apparently. Alors c'est une histoire vraie, mais c'est pas arrivé à Billy Wilder, c'est arrivé à un ami à moi qui enseigne ce qu'on appelle le creative writing à New York, donc l'écriture, qui essayait depuis des années de pitcher un film, donc de présenter un projet de film au studio hollywoodien. Et il avait un étudiant qui lui dit moi je suis en train de travailler sur un scénario. Il dit mais comment est-ce que tu as fait? Et l'étudiant lui a répondu en 3 mots, j'ai dit Les Dents de la Mer à Venise, en 3 mots en anglais, Les Dents de la Mer à Venise, et ça a effectivement suscité énormément d'intérêt. On pourrait ajouter éventuellement Les Dents de la Mer à Venise pendant le confinement, puisqu'effectivement le confinement a provoqué le retour des animaux sauvages, y compris les dauphins dans la lagune de Venise. Voilà. Et donc ça c'est intéressant, ça veut dire que quand vous écrivez sur Billy Wilder, vous suivez une documentation, mais vous branchez des choses qui ne lui sont pas arrivées. C'est la liberté du romancier, ça. Yeah, and that freedom, the possibility of that freedom, is what made me want to write a novel about him, not a non-fiction book. I would go back to the distinction we made earlier in the conversation between truthful stories and untruthful stories, and I wanted readers to be able to see which was which in this novel. So everything that, as far as I could tell, Wilder himself had said or done. From biographies that I'd read, from documentaries that I'd seen, I source at the back of the book in a kind of index of citations, so the reader knows that the other things that I have him saying are my own inventions, but they're inventions, I hope, very much in the spirit of Billy Wilder, and I felt I was kind of ready to do this
because for all that and for all the documentation of sources at the back of the book, it wasn't a heavily researched book. People ask if I did a lot of research for this novel, and I didn't. I watched all his films again in sequence, which was a very pleasant thing to do. But, I've been watching his movies and reading about him and thinking about him for 40 years, so the material was all there at the back of my mind and very readily accessible. And it was actually one of the quickest and easiest and most joyful novels that I've written, because I felt that this material had been gestating and bubbling up for all these decades, and it was really simply a question of putting it down on paper as quickly as I could. Bubbling up, c'est génial. Comment vous allez traduire ça, Marguerite? Ébullition. Ah ouais, mais on voit les bulles là, vraiment. C'est vrai qu'ébullition aussi, on voit les bulles. Je commence par le début. C'est cette liberté justement que procure le roman qui m'a donné envie d'écrire un roman sur Billy Wilder plutôt qu'un livre de non-fiction. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la question de la véracité, de la vérité qui peut se trouver dans un roman, dans une œuvre littéraire. La plupart des propos que tient Billy Wilder dans le livre, effectivement, sont des anecdotes que j'ai trouvées dans des biographies. Il y a tout un tas de sources que je liste d'ailleurs à la fin du livre. Et puis il y a d'autres propos que je lui prête qui sont mes inventions, que j'espère être tout à fait dans le même esprit. Mais j'étais, en fait, malgré toute la liste de documentation qu'il y a à la fin, beaucoup de gens m'ont demandé est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches, est-ce que ça a été très long. En fait, j'étais prêt au moment où j'ai commencé à écrire ce livre parce que ça faisait 40 ans que je réfléchissais à ce projet. Donc j'ai fait finalement assez peu de recherches. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est de regarder d'affilée tous les films de Billy Wilder, ce qui était très agréable. Et en fait, les matériaux, ils étaient en gestation depuis extrêmement longtemps. Donc ça a été le roman le plus finalement rapide, le plus plaisant, le plus... j'ai eu beaucoup de joie en fait à écrire ce livre parce que c'est encore une fois comme si tous les matériaux étaient en gestation, en ébullition dans ma tête depuis déjà très très longtemps et qu'il n'y avait plus qu'à les poser sur le papier très rapidement. Et parmi ces matériaux, Jonathan Coe, il y avait la Grèce. Il y a la Grèce qui a ce tournage à Corfou. Est-ce que c'est parti d'une envie de Grèce chez vous ou finalement c'est en prenant ce film, forcément, vous saviez que vous alliez aller jusqu'à la Grèce? Je dis ça parce qu'on parlait d'Europe tout à l'heure, il y a des menaces encore aujourd'hui sur la Grèce. La Grèce fête les 200 ans de son indépendance. Je voudrais savoir ce que la Grèce aussi, qui est tellement présente et bellement présente dans ce livre, évoque pour vous. C'est plus qu'un pays, c'est une patrie littéraire, la Grèce. Well, I ended up writing a Greek novel completely by accident, or at least not by choice. There are certain historical facts which, when you're writing a historical novel, you have to stick to, and the fact was that Billy Wilder made Fedora, his penultimate film, partly in Greece, on the island of Lefkada, partly in location of Corfu. So those locations were given to me, and I had to work with them, even though still to this day I've not visited the place where this film was shot. Eh bien, j'ai fini par écrire un roman grec, mais en fait tout à fait par accident. En tout cas, ce n'était pas un choix. Il y a des faits historiques auxquels on est obligé de se tenir quand on écrit un roman qui s'ancre dans l'histoire. Et le fait est que Fedora a été tourné en Grèce, en partie sur l'île de Leucade, l'île de Corfou. J'ai pas visité tous les lieux de tournage, mais effectivement, j'ai dû du coup aborder ces îles. But Wilder was quintessentially a European filmmaker. And one of the themes of the book is how what we think of as American cinema is actually European in origin. And of course, he was although the making of Fedora was difficult for him and the financing of Fedora was humiliating for him, he was very happy in some ways to be back in Europe making a film, and he would have been very conscious of the mythological and the storytelling legacies of Greek culture when he was making Fedora, and you can feel that sense of a kind of spiritual homecoming in the film, which is a flawed and a difficult film, but one which, despite the difficulties of the circumstances in which it was made, you can feel that there is something loving about it in the way that it is shot and in the fact that it is shot
in so many different European countries, including Greece. Wilder, c'était par essence un cinéaste extrêmement européen, en fait. Et ce qu'on considère aujourd'hui comme la quintessence du cinéma américain est en fait un cinéma qui est extrêmement européen dans ses origines. Et même si les circonstances du tournage de Fedora ont été extrêmement difficiles pour lui, très humiliantes, il y avait une forme de satisfaction à devoir être de retour en Europe pour tourner ce film. Et je pense qu'il avait certainement très, très conscience de tout cet héritage culturel, des récits, de la mythologie grecque dans laquelle il pouvait se trouver. Il y avait une façon de revenir à une forme de retour aux sources spirituelles en fait dans ce tournage, malgré les circonstances difficiles qui se ressentent dans la façon dont il a tourné le film. Il y a aussi une forme de tendresse et dans ce choix d'avoir tourné dans tous ces pays européens différents. Et de la même manière que je vous posais la question tout à l'heure sur ce personnage qui arrive dans une deuxième partie de sa vie et qui doute en fait de sa capacité à offrir quelque chose de nouveau aux nouvelles générations. J'avais vu un sous-texte peut-être qui vous concernait, Jonathan Coe. Est-ce que de la même façon, le fait de faire ce retour européen à travers Billy Wilder était aussi pour vous une manière dans le roman aussi de renouer avec un imaginaire européen en ce moment? I hadn't actually thought about that, but you're right that there's probably something meaningful in the fact that the first novel I chose to write post-Brexit. Almost none of the book takes place in Britain. There's a short section in wartime London at the heart of the book. But no, it's a highly European novel which gestures towards some of my favorite European cities, and also towards, as I said, the European heritage of classic American cinema. And of course, yeah, I don't think it can be a coincidence that I wanted to write a book like this at this particular moment. In fact, I've gone back in the book that I'm writing right now, or trying to write, to a very British setting and a very British subject matter. And there's a great sense of loss in doing that, actually. And there's a part of me that would much rather be on my Greek island or at my Bavarian film studios. It was very, very pleasant and important to me, I think, to be able to immerse myself in these European locations at a time when Britain was symbolically turning its back on Europe. Je n'y avais pas pensé, mais c'est très vrai. Ça a sans doute du sens que le premier roman que j'ai choisi d'écrire après le Brexit ait été un roman aussi peu anglais, en fait, aussi peu britannique, avec un tout petit passage qui se passe à Londres juste après la guerre au cœur du livre. Mais c'est un roman qui est effectivement extrêmement européen, qui convoque mes villes, mes endroits préférés en Europe, qui met en lumière cet héritage européen dont je parlais tout à l'heure du cinéma classique américain. Et dans le moment historique que nous vivons, c'est sans doute pas une coïncidence si c'est le livre que j'ai choisi d'écrire. Celui sur lequel je travaille en ce moment, celui que j'essaie d'écrire en ce moment est très très britannique, au contraire, revient à un contexte très très anglais, et il y a une forme de regret, de perte là-dedans. Je crois que je préférais être sur mon île grecque ou dans mon studio bavarois, et je pense encore une fois que c'est pas par hasard si je me suis tournée vers ces lieux fondamentalement européens au moment où symboliquement mon pays tourne le dos à l'Europe. Vous passez, Jonathan Coe, admirablement dans ce livre des lumières, de la lumière des îles grecques aux ombres de la Shoah, que vous amenez dans votre livre à travers un processus, un procédé narratif extrêmement audacieux, puisqu'en fait Billy Wilder a été toute sa vie hanté par les camps de concentration. C'était un juif autrichien réfugié à Hollywood à la montée du nazisme. Il avait cette phrase qui est très belle, que je vais citer: ce sont les pessimistes qui ont atterri à Beverly Hills et les optimistes qui ont fini à Auschwitz. Et effectivement, sa mère avait disparu dans cette atrocité. Et vous évoquez longuement la découverte de la Shoah par Wilder, mais vous avez choisi de le faire sous la forme d'un scénario. Pour quelles raisons avez-vous opté pour ce procédé? Well, this was always the reason why I wanted to write the book, and if the book had a single moment of origin, it was when I read an answer that Wilder gave to a German
journalist in the late 1970s when he was in Germany to shoot the interiors of Fedora in Munich. And the journalist asked him a very simple question. He said, "Mr. Wilder, how does it feel to be back in Germany?" Because Wilder had worked as a journalist in Berlin in the 20s and 30s. How does it feel to be back in Germany making a film? Ça revient justement à la raison même qui m'a poussée à écrire ce livre. En fait, s'il y a un moment d'origine de cette histoire-là, c'est une interview que j'ai vue, une vidéo dans laquelle on voit la réponse que Billy Wilder donne à un journaliste allemand à la fin des années 70. Il était alors en train de tourner les scènes d'intérieur de Fedora à Munich, et la question est toute simple, posée par le journaliste. Il lui demande « Qu'est-ce que ça vous fait d'être de retour en Allemagne ?» puisque donc Billy Wilder, dans les années 20-30, avait été journaliste à Berlin. And of course, Wilder had been humiliated by Hollywood, because they wouldn't finance the movie. He'd raised the money for the film in Germany, but he also had a very ambivalent and difficult relationship with Germany because, as you say, his mother died in the camps, and so did many of his other family members. And as so often in the case of Billy Wilder, he chose to answer the question in the form of a joke, and he said, "Well, for me, it's a win-win situation. If the film is a hit, it's my revenge on Hollywood. If the film is a failure, it's my revenge for Auschwitz." Alors Billy Wilder avait été humilié par Hollywood à ce moment-là. Il n'avait donc pas pu rassembler les financements pour le film, et donc il avait pu lever les fonds seulement en Allemagne, mais il avait cette relation effectivement assez ambivalente avec ce pays, puisque, comme vous l'avez dit, sa mère est décédée, est morte dans les camps, d'autres proches étaient aussi disparus dans les camps. Et donc, comme le fait souvent Billy Wilder, il a répondu sous forme d'une blague à la question. Il a dit, vous savez, c'est une situation gagnant-gagnant. Si le film est un succès, ce sera ma revanche sur Hollywood. Si le film est un flop, ce sera ma revanche sur Auschwitz. And as soon as I read that answer, I thought, I want to write a book about the person who can answer a question like that with a joke like that. But of course that created a difficulty because I'd chosen to narrate the novel through the eyes of Callista, who is 20 years old and was not even born when any of these events took place. And I wanted to narrate them in full, so I had to find a new way of doing it. And of course, because I was writing about cinema, a lot of the ideas for the scenes and chapters in this book were coming to me visually and in the form of film ideas. And I had a very kind of crystal clear vision of a scene in which the young Billy Wilder would be on a skiing holiday with his girlfriend in Germany in 1933, at the time when they hear on the radio that Hitler has become Chancellor. And I knew that he'd been skiing with his girlfriend when this announcement was made. And I saw them in my mind as if it was a scene from a 1930s film, very artificial, very obvious back projection, with Wilder and his girlfriend skiing down the mountain, talking to each other. And I took it very literally, and I wrote it that way. I just put it down on paper as a scene from a film, and it seemed to work really well, and I thought, well, maybe I should write more of the book in this form. Let's just persist with this for as long as you can, and it turned out that this felt like a very natural and sensible way to write the whole of the middle quarter of the book, in fact, 60 pages or so. So it was really a very spontaneous decision to find a way of telling this part of Billy Wilder's story while getting outside Callista's necessarily youthful and limited point of view. Donc, dès que j'ai entendu cette réponse qu'avait donnée Billy Wilder au journaliste allemand, je me suis dit que j'avais envie d'écrire sur un personnage capable de répondre ainsi par une blague à une question pareille. Mais la difficulté que j'avais, c'est que j'avais choisi de raconter l'histoire par les yeux de Callista. Et Callista, elle avait à peine la vingtaine, elle n'était même pas née à l'époque dont on parlait, donc c'était impossible qu'elle rende compte de cette période-là, de la période de la Shoah. Et donc j'ai dû trouver une autre manière de faire. Et comme j'écrivais sur le cinéma, beaucoup d'idées en fait m'apparaissaient de façon très très visuelle. Je visualisais des scènes dans ma tête.
et j'ai eu une vision très très claire d'une scène dans laquelle Billy Wilder était au ski avec sa petite amie en 1933 en Allemagne, au moment où ils apprennent à la radio que Hitler est devenu chancelier de l'Allemagne, ce qui s'est effectivement produit. C'est comme ça qu'il l'a appris. Je savais que c'était le cas. Et j'ai vu cette scène vraiment à la manière des films des années 30, donc avec cette image assez artificielle où on les voit skier devant un décor, où on voit, c'est très manifestement projeté sur un décor. Et je me suis dit, tiens, littéralement, je vais essayer d'écrire cette scène. J'ai vu que ça fonctionnait plutôt bien. Je me suis demandé si je pourrais pas utiliser cette technique pour le plus longtemps dans le livre. J'ai persisté aussi longtemps que je pouvais. Et finalement, c'était assez naturel. Et 60 pages sont venues comme ça, à peu près un quart du livre qui est au cœur du livre. Donc ça a été une décision finalement assez spontanée. Et c'était la meilleure technique que j'ai pu trouver pour pouvoir sortir de ce point de vue de Calista qui me limitait un peu. Vous allez pouvoir réaliser le film maintenant? I couldn't direct a film because it calls for a very specific skill set and a very specific personality type. I think I prefer to create my stories by myself in a room, uninterrupted, without anybody else pitching in with ideas or anything like that. But there will be a film of the book, I hope. It's been optioned, and very often when this happens, the film never actually materializes. But I'm slightly hopeful in the case of this one that there will be a movie. I think it would adapt. Et qui jouerait Calista? Calista. Qui vous voyez pour jouer Calista? Emma McKee, par exemple. Yeah, maybe. Anna Taylor-Joy, someone like that. I don't know. We would have to find a wonderful 20-year-old Greek actress, and my familiarity with Greek cinema isn't enough to name one for the moment. For the moment. Pardon. Billy Wilder would be an interesting one to cast. Maybe Anthony Hopkins, maybe Christoph Waltz. Yeah, all suggestions welcome. The field is wide open. N'hésitez pas. Cadmerade. Non, pardon. Je ne pourrais pas réaliser un film parce que ça demande des compétences et un type de personnalité bien particulier. Moi, je suis quelqu'un qui préfère créer seul, dans mon bureau, dans l'espace intime de mon bureau, sans être interrompu tout le temps par des gens qui viennent justement me pitcher, me présenter leurs idées. Mais les droits du film ont été achetés. Il y a une option. Souvent, ça ne se concrétise pas forcément, mais j'ai bon espoir pour celui-ci. Je pense qu'il s'adapterait très très bien ce roman en film. Donc la question, c'est de savoir qui pourrait jouer Calista. Je ne suis pas assez familier du cinéma grec. Il faudrait une jeune actrice dans la vingtaine, une grecque, pour jouer ce rôle. Ce qui sera intéressant aussi, c'est de réfléchir au casting pour Billy Wilder. On pourrait penser à Anthony Hopkins ou Christopher Waltz. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Voilà. Pour terminer, Jonathan Coe, je voudrais qu'on termine. Vous avez mentionné le mot tout à l'heure, childhood, l'enfance, et vous avez parlé de cette histoire de Sherlock Holmes qui vous avait obsédé. Hein. Vous aviez 8 ans, et je crois savoir que vous avez commencé votre carrière d'écrivain à 8 ans avec une histoire de détective à la Sherlock Holmes. C'était une 30aine de pages et c'est très émouvant puisque votre père avait demandé à sa secrétaire de le taper à la machine. Et c'est d'ailleurs, en fait, ces pages-là, on peut les retrouver à la page 292 de Testament à l'anglaise, puisqu'elles sont insérées là. Ensuite, à 15 ans, vous avez commencé à adresser vos manuscrits aux éditeurs anglais. Et puis votre premier roman, finalement, il a été très influencé par Beckett, d'ailleurs, a été publié quand vous aviez 26 ans. Et je voudrais vous demander, c'est une longue question, mais vous en ferez ce que vous voulez. Vous en avez parlé, donc quelle importance vraiment vous accordez à l'enfance et à l'enfance d'un écrivain? Vous avez dit tout à l'heure, c'était très touchant, que c'est dans l'enfance que la personnalité se façonne. Est-ce que finalement la vie d'un écrivain commence dans l'enfance? Et puis, ce que vous diriez, donc c'est une double question, à un jeune homme, une jeune fille, ou même plus âgé, pourquoi pas, mais qui voudrait dans le monde d'aujourd'hui continuer à écrire des histoires avec des mots, c'est-à-dire ce qu'on appelle des romans. I think I was very lucky. I had the ideal childhood to form a writer because it was very stable and very boring. And you should never underestimate the importance of boredom in forming your interests and forming your artistic endeavors.
And literally a lot of the time I was writing because I had these empty hours to fill in the suburbs of Birmingham. 3 TV channels, no Spotify, no Netflix, no social media. What did you do? Well, I sat down and started writing stories. And one of the anxieties I have about, maybe it's not an anxiety, but I think one reason that the younger generation of writers, the writers coming through now in their 20s or even younger, will be different from my generation, is that they weren't formed in this context at all. They were formed in a context of relentless stimulation and entertainment. The kind of contemplative stillness which I had as a child, simply because there was nothing happening and nothing to distract me, is not available to today's young writers, I don't think. So they will still write, they will still find a way of telling stories, but the stories they tell will be very different, I think, in subject and in texture. Moi, j'ai eu énormément de chance parce que je crois que j'ai eu l'enfance idéale pour faire naître un écrivain, finalement, parce que c'était une enfance très, très stable et très, très ennuyeuse. On ne devrait jamais sous-estimer l'importance de l'ennui pour former les goûts d'une personne et aussi former ses élans artistiques, lui donner l'impulsion. Dans la banlieue de Birmingham, j'avais de nombreuses heures à tuer. Il n'y avait que 3 chaînes de télévision, pas de Spotify, pas de Netflix ou de réseaux sociaux, donc pas grand-chose à faire. Et du coup, j'avais tout le temps d'essayer d'écrire mes histoires et de prendre le temps de coucher les mots sur le papier, ce qui peut m'inquiéter ou en tout cas simplement m'interroger aujourd'hui sur la jeune génération d'écrivains qui est en train d'arriver, ceux qui ont la vingtaine ou même ceux qui ne sont pas encore là, qui sont plus jeunes, c'est qu'ils n'ont pas du tout le même contexte en fait, dans lequel ils vont émerger en tant qu'écrivains. Eux vivent dans une situation de stimulation permanente, de divertissement permanent. Ça n'a rien à voir avec cette immobilité contemplative que moi j'ai connue enfant et à laquelle je pense qu'ils n'ont plus du tout accès. Et donc, forcément, ils trouveront toujours un moyen d'écrire, ces nouveaux écrivains, de raconter des histoires, mais elles seront certainement différentes en termes de sujet et en termes de texture aussi. Donc, pas de conseils particuliers à leur donner? Well, it's no, I don't know what advice to give young writers, because writing is an act of will. And you have to have that will and that determination to do it. And if you don't have that, if you're not born to do it, then eventually you will become distracted, because writing is lonely and tedious a lot of the time. So the only advice you can give is to read a lot, to work hard, to stick at it, and not to be discouraged, because it's not an easy path to riches, and it's not an easy path to fame. And for every writer who has been successful, for every writer who has made $1 million, there are writers producing brilliant work in near obscurity, and they do it because it's a compulsion. And they do it for the reason that I mentioned at the beginning, to understand themselves better and to reconcile themselves to themselves. And you can't, although creative writing schools and so on are important and are useful, ultimately you can't teach any of that, and you can't legislate for any of it. It's a primal human storytelling need, and we will always do it in one shape or another. Bien, en fait, je ne sais pas trop quel conseil donner. Je crois qu'écrire, c'est avant tout un acte de volonté et de détermination, parce que c'est une activité qui est quand même extrêmement solitaire, parfois extrêmement fastidieuse. Donc peut-être le seul conseil qu'on peut donner, c'est lisez beaucoup, travaillez dur et surtout accrochez-vous et ne vous découragez pas, parce que c'est vraiment pas évident d'écrire. C'est pas évident non plus d'échouer quand on écrit. Pour les quelques écrivains très connus qui gagnent des millions de dollars, il y en
en a des tas qui écrivent des choses absolument brillantes, mais qui restent totalement dans l'ombre, mais qui continuent, parce qu'en fait, c'est un besoin compulsif. L'écriture, c'est plus fort qu'eux, quelque part. On écrit, comme je l'ai dit, pour mieux se connaître, on écrit pour se réconcilier avec soi-même, et ça, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas, même si les écoles d'écriture, c'est quelque chose de très important, de très intéressant. Là, on parle vraiment d'un besoin, en fait, humain fondamental de mieux se connaître. Merci beaucoup Marguerite et merci beaucoup Jonathan Coe. Vous nous avez un peu réconciliés, notamment avec l'Angleterre. Merci Christophe. Merci beaucoup. Et donc vous signerez cet après-midi, hein, je crois, sur le stand du hall du livre. Voilà, si je ne fais pas de... Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et merci à lui et à elle.